Alors, dans cet exercice, on va écrire un même nombre complexe sous forme algébrique et sous forme trigonométrique. Et on va voir qu'en faisant cela, ça va nous permettre de déterminer un cosinus et un sinus. Et c'est comme ça qu'on va déterminer la valeur exacte de cosinus 7π sur 12 et sinus 7π sur 12. Et ça, c'est une technique extrêmement classique dont j'insiste bien. On écrit un même nombre complexe sous forme algébrique puis trigonométrique, et ensuite on en déduit une valeur de cosinus et de sinus. C'est exactement ce qu'on va expliquer dans cet exercice. Alors, pour qu'un exercice soit efficace, il faut absolument le chercher avant de regarder la correction. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande d'écrire ces deux nombres complexes sous forme trigonométrique, puis exponentielle. Alors rappelons la méthode. Quand vous voulez écrire un nombre complexe sous forme exponentielle ou trigonométrique, c'est-à-dire sous la forme module de z exponentielle i alpha pour la forme exponentielle ou pour la forme trigonométrique module de z cos alpha plus i sinus alpha, on procède en trois étapes. Premièrement, on cherche le module de z, ensuite on cherche un argument, et ensuite on n'a plus qu'à remplacer le module et un argument dans ces deux formules. Alors commençons par z1. Voyez qu'ici z1 il est bien écrit sous la forme a plus ib. A plus ib avec a qui est 1, ça c'est mon a, et ça c'est mon b. Et quand vous avez un nombre complexe et écrit sous la forme a plus ib, eh bien pour trouver son module, deux techniques, soit par le graphique, mais il faut savoir placer ce point, or ce point il n'est pas facile à placer, soit par le calcul, et dans ce cas on utilise cette formule. Et que dit cette formule? Elle dit que le module d'un nombre complexe est de la forme a plus ib avec a réel et b réel, et bien c'est égal à la racine carrée de ce nombre-là au carré, plus le nombre qui multiplie i au carré. Et bien ici on va appliquer exactement cette formule. Et bien donc ici comme z1 ça c'est mon a et ça c'est mon b, et bien le module de z1 c'est ce nombre-là au carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus le nombre b, c'est-à-dire le nombre qui multiplie i au carré. Donc racine de 3 au carré. Et faites attention, ici pour b, on ne prend pas le i, on prend uniquement le racine de 3. Et après, il n'y a plus qu'à arranger. Donc ici, ça fait 1. Ici, racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc au final, ça fait 4 quand on additionne les deux. Et racine de 4, ça fait 2. Donc le module de ce nombre complexe, il vaut 2. Alors maintenant qu'on a trouvé le module de z, on va chercher un argument de z. Et là, pareil, soit on procède graphiquement, soit par le calcul, mais comme je répète, ce nombre-là n'est pas facile à placer, eh bien on va procéder par le calcul. Et pour cela, on utilise ces deux formules. Et que disent ces deux formules? C'est que si on appelle alpha un argument de z, eh bien on a la formule que cos alpha, c'est égal à a, c'est-à-dire le nombre qui est là, donc ici 1, divisé par le module de z, c'est-à-dire par 2 ici. Et pareil, pour sinus alpha, on doit savoir que c'est égal à b, c'est-à-dire le nombre qui est là, racine de 3, divisé par le module de z, c'est-à-dire par 2. Et maintenant qu'on connaît le cosinus qui vaut 1,5 et le sinus qui vaut racine de 3 sur 2, on fait sur son brouillon un cercle trigonométrique pour déterminer alpha. Et comme vous savez que le cosinus qui correspond à l'abscisse vaut 1,5, ça veut dire que vous cherchez un point du cercle trigonométrique dont l'abscisse vaut 1,5. Donc c'est soit ce point-là, soit ce point-là. Mais comme le sinus correspond à l'ordonnée et qu'il est positif, là, ce point-là, son ordonnée est négative, donc ça correspond à ce point-là. Et ce point-là, vous devez savoir, parce que le cercle trigonométrique, il faut absolument le connaître par cœur, vous devez savoir que ce point-là d'abscisse 1,5, il correspond à pi sur 3. Et donc, on en déduit, d'après le cercle trigonométrique, qu'un argument de z, alpha, c'est pi sur 3. C'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant qu'on a trouvé le module de z1 et ici alpha, un argument de z1, ici j'ai oublié de mettre z1, voilà un argument de z1 qui vaut pi sur 3, eh bien il n'y a plus qu'à remplacer ici le module et alpha par pi sur 3 pour avoir z1 sous forme exponentielle, puis remplacer ici pour avoir z1 sous forme trigonométrique, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc j'écris que z1 pour l'avoir sous forme exponentielle, je remplace ici par le module, c'est-à-dire par 2, et je rajoute fois exponentielle i alpha, c'est-à-dire exponentielle i pi sur 3. Et voilà, j'ai réussi à écrire z1 sous forme exponentielle. Et maintenant, pour l'avoir sous forme trigonométrique, je remplace ici le module toujours 2, et je mets ici, j'ouvre une parenthèse, et je mets cos alpha, c'est-à-dire cos pi sur 3, plus i sinus pi sur 3. Et voilà, j'ai réussi à écrire z1 sous forme trigonométrique. Et maintenant, il faut bien comprendre que ce même nombre complexe z1, ici on l'a sous forme algébrique, ici on l'a sous forme exponentielle, et ici on l'a sous forme trigonométrique.
Alors maintenant, on va faire pareil avec Z2. On va essayer de l'écrire sous forme trigonométrique, puis exponentielle. La différence, c'est que Z2, c'est 1 plus i. Et que 1 plus i, c'est beaucoup plus facile de le placer dans le plan complexe que ce nombre complexe. Et donc, du coup, on pourra se passer des calculs et tout faire de manière graphique. Alors, regardez, 1 plus i, je l'écris ici, 1 plus i. Si on veut l'écrire sous la forme a plus ib, c'est 1 plus i que multiplie 1. On n'a rien changé, puisque i fois 1, ça fait bien i. Et donc, ici, on lit a, et ici, on lit b. Et vous savez qu'à tout nombre complexe de la forme a plus ib correspond à un point de coordonnées a et b. Donc, le point qui correspond à 1 plus i, c'est le point de coordonnées 1 en abscisse et 1 en ordonnée, c'est-à-dire ce point-là. Ce point-là que j'appelle m, il correspond au nombre complexe 1 plus i. Et ensuite, graphiquement, c'est très simple de lire le module parce que c'est la distance entre ce point et l'origine. Donc le module, on le lit ici. C'est cette distance-là. Et comme on est dans un carré de côté 1, eh bien cette distance-là, elle vaut racine de 2. Quant à un argument, il se lit ici. Et comme ici, c'est la diagonale d'un carré, ici, c'est la moitié d'un angle droit, c'est-à-dire pi sur 4. Donc on a directement, graphiquement, le module et un argument de Z2. Et donc Z2, pour l'avoir sous forme exponentielle, on commence par mettre ici le module, c'est-à-dire cette longueur-là, racine de 2, que multiplie exponentielle i alpha, c'est-à-dire exponentielle i pi sur 4. Exponentielle i pi sur 4. Puis, pour l'avoir sous forme trigonométrique, on remet le module, toujours racine de 2, et on ouvre une parenthèse, cos alpha, c'est-à-dire cos pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Et donc voilà, on a réussi à écrire ce nombre complexe qu'on avait au départ sous forme algébrique, on a réussi à l'écrire sous forme exponentielle ici, et sous forme trigonométrique ici, ce qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande d'écrire Z1 fois Z2 sous forme trigonométrique. Alors, première chose très importante, quand on vous demande d'écrire un nombre complexe sous forme trigo, souvent, c'est plus facile de l'écrire sous forme exponentielle et ensuite de passer sous forme trigonométrique. Alors pourquoi c'est plus facile de travailler avec des formes exponentielles que trigonométriques? Parce que je l'ai rappelé ici, les exponentielles, ça marche comme les puissances. Donc quand vous multipliez exponentielle i alpha que multipliez exponentielle i bêta, les exposants s'additionnent. C'est ce que j'ai rappelé ici. Donc quand on va faire Z1 fois Z2, plutôt que de multiplier tout ce bloc avec tout ce bloc, on va multiplier ce bloc-là avec ce bloc-là. Et ici, les exponentielles entre elles, les exposants vont s'additionner. Et ensuite, ce sera très simple d'en déduire l'écriture de Z1 fois Z2 sous forme trigonométrique. Donc rappelez-vous, pensez d'abord à l'écrire sous forme exponentielle et ensuite à basculer sous forme trigonométrique. Ça va souvent beaucoup plus vite. Et donc si on fait Z1 fois Z2, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ceci fois cela, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, je vais regrouper le 2 et le racine de 2 ensemble. Et comme je multiplie deux exponentielles, pi sur 3 et pi sur 4 vont s'additionner. Et donc, on obtient 2 racines de 2, exponentielle i, pi sur 3 plus pi sur 4, parce que j'insiste bien, quand on multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent comme avec des puissances. Et maintenant, si vous mettez pi sur 3 plus pi sur 4 au même dénominateur, vous obtiendrez 7 pi sur 12. Et maintenant, il n'y a plus qu'à basculer sous forme trigonométrique. Et comment on fait pour passer d'une écriture exponentielle à une écriture trigonométrique? Eh bien, le module ici, ça ne change pas. On remplace juste exponentielle i alpha par cos alpha plus i sinus alpha. Donc ici, le module ne change pas. Je remplace juste exponentielle i 7 pi sur 12 par cos 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12. Et donc, retenez bien que quand vous avez déjà des écritures exponentielles, c'est beaucoup plus facile de travailler avec les exponentielles qui fonctionnent comme les puissances que de travailler avec les formes trigonométriques. Donc, retenez-le bien, souvent, ça accélère les calculs. Dernier point sur lequel je voudrais insister, ici vous avez obtenu 7 pi sur 12. Et en général, c'est assez intéressant quand vous faites un sujet de bac d'aller voir les questions suivantes. Et voyez qu'ici on a 7 pi sur 12 et ici aussi 7 pi sur 12. Donc ça nous rassure d'avoir ici cos 7 pi sur 12 et sinus 7 pi sur 12. On sent qu'on est sur la bonne voie. Donc pensez quand vous faites un sujet à regarder les questions suivantes pour voir si les résultats que vous obtenez, vous les retrouvez dans les questions suivantes. Alors maintenant, on nous demande d'écrire Z1 fois Z2 sous forme algébrique. Ça veut dire quoi sous forme algébrique? Ça veut dire sous la forme A plus IB avec A réel et B réel. Eh bien, comment on va procéder? On va prendre Z1 sous forme algébrique qu'on a ici, Z2 sous forme algébrique, on va développer, ensuite on va regrouper les réels ensemble et les imaginaires ensemble pour obtenir quelque chose de la forme
a plus ib. Alors voilà, j'ai remplacé z1 par son expression, z2 par son expression, et maintenant je vais développer. Donc 1 fois 1 plus i, ça fait 1 plus i. Ici, j'ai i racine de 3 fois 1, donc ça fait plus i racine de 3. Et ici, j'ai i racine de 3 fois i. Rappelez-vous que i fois i, ça fait i carré, c'est-à-dire moins 1, donc ça nous fait moins 1 racine de 3. Et maintenant, je vais regrouper les réels ensemble, c'est-à dire 1 moins racine de 3, réel et réel, 1 moins racine de 3, plus i, et j'ouvre une parenthèse, et qu'est-ce qui me reste dans les i? Il me reste 1i, donc 1, plus racine de 3. Si je développe, ça fait bien 1i, c'est-à-dire i, et là, ça me fait i racine de 3, ce que j'ai ici. Voilà, j'ai rien changé, sauf que ici, maintenant, c'est bien de la forme a plus ib, avec a et b réels, donc je l'ai bien sous forme algébrique. Ce qui termine la troisième question. Alors, corrigeons la quatrième question. On nous demande d'en déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser les questions précédentes, la valeur exacte de cos 7π sur 12 et sinus 7π sur 12. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que z1 fois z2, ici, on l'a écrit sous forme trigonométrique, et ici, on l'a écrit sous forme algébrique. Mais c'est exactement le même nombre écrit différemment. Ça veut dire que ceci et cela, c'est égal. C'est la même chose, mais écrit différemment. C'est exactement ce que j'avais expliqué dans l'introduction. Là, vous avez un nombre complexe écrit sous forme algébrique et il est égal à l'écriture trigonométrique. Et maintenant, on va développer le R avec le cos alpha et le R avec le I sinus alpha pour trouver cos alpha et sinus alpha et les isoler. Alors, je commence par écrire que d'après la question 2 et 3, comme j'écris deux fois z1 fois z2, une fois sous forme trigo et une fois sous forme algébrique, eh bien, ceci est égal à cela, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, ici, je vais développer. Et c'est très simple de développer par 2 racines de 2, ça fait 2 racines de 2 cosinus 7π sur 12, et là, ça va faire 2 racines de 2 i sinus 7π sur 12, c'est ce que j'écris ici. Et n'oubliez pas que ceci est égal à cela. Et maintenant, il faut bien connaître la règle suivante. Quand vous avez un nombre complexe qui est écrit sous forme algébrique de deux façons différentes, c'est-à-dire a plus ib, il est égal à a' plus ib'. Faites attention, pour appliquer cette règle, il faut que a, b, a' et b' soient des réels. Eh bien, si vous avez réussi à écrire le même nombre complexe sous deux façons différentes, mais deux formes algébriques, eh bien, ça veut dire que le a' et le a, ici, sont égaux, et que le b et le b' sont égaux. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a ici. Ça, c'est notre a plus ib, première façon de l'écrire, et ici, regardez, c'est la partie réelle, ça c'est le a', et ça, c'est le b'. Et donc, ça veut dire qu'on a écrit le même nombre complexe de deux façons différentes, donc ça veut dire qu'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc, ça veut dire que 1 moins racine de 3, c'est égal à ceci, et que 1 plus racine de 3, c'est égal à cela. C'est ce qu'on va écrire maintenant, et ensuite, il n'y aura plus qu'à isoler le cosinus et le sinus pour trouver leur valeur. Et donc on en déduit, je répète, que ceci, 2 racines de 2 cos 7π sur 12, c'est égal à cela, 1 moins racine de 3. Et de la même façon, ceci, 2 racines de 2 sinus 7π sur 12, ceci, c'est égal à cela, 1 plus racine de 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à isoler le cosinus et le sinus pour trouver leur valeur. Et donc on en déduit que le cosinus de 7π sur 12, c'est égal à ça, divisé par 2 racines de 2, c'est ce que j'ai écrit ici. Et de même, sinus 7π sur 12 c'est égal à ceci divisé par 2 racines de 2, c'est ce que j'ai écrit ici, ce qui termine la quatrième question. Et si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas trompé, eh bien, calculez cosinus 7π sur 12, attention, il faut être en radian, et ensuite calculez ceci, et vous verrez qu'on obtient pratiquement la même chose, juste parce que la calculette arrondit. Et faites pareil avec le sinus et ceci, et vérifiez que vous obtenez pratiquement la même chose. Alors, corrigeons la cinquième question. On nous demande qu'est-ce qu'il faut changer à cette méthode pour déduire non pas la valeur de cos 7π sur 12, mais de cos π sur 12 et de sinus π sur 12. Alors, pour comprendre ce qu'il faut changer, regardons ce qu'on a fait. En fait, on avait z1 qui avait pour argument π sur 3. Et on avait z2 qui avait pour argument π sur 4. Et on a vu qu'en les multipliant, ça correspond à additionner les arguments, et ça nous a donné 7π sur 12. Eh bien nous, si on ne veut pas obtenir 7π sur 12, mais qu'on veut obtenir que π sur 12, eh bien au lieu de les additionner, il faut les soustraire. Parce que regardez, si on prend π sur 3 moins π sur 4, si on met au même dénominateur, ça fait 4π moins 3π, c'est-à-dire ça fait π sur 12. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que au lieu de travailler avec deux nombres complexes qui ont pour argument π sur 3
et pi sur 4 qu'on va multiplier, ça va nous donner 7 pi sur 12. Il faut travailler avec le premier toujours pi sur 3, mais le second, non pas plus pi sur 4, mais moins pi sur 4. Et si vous avez compris que 1 plus i, il a pour argument pi sur 4, moi si je veux un nombre complexe qui a le même module mais qui aurait pour argument moins pi sur 4, eh bien il faut prendre le point qui est symétrique par rapport à celui-là, par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire ce point-là. Et donc je travaille non pas avec 1 plus i, mais 1, comme ici je suis en ordonnée à moins 1 moins i. Eh bien je vais travailler tout simplement avec 1 moins i. Et donc au lieu de travailler avec ce nombre complexe et celui-là, eh bien je vais remplacer 1 plus i par 1 moins i. Et donc du coup, le premier nombre complexe aura toujours pour argument pi sur 3, mais le deuxième aura pour argument moins pi sur 4. Et quand je vais les multiplier, comme on va additionner pi sur 3, mais cette fois-ci plus moins pi sur 4, ça va donc se soustraire et ça va me donner pi sur 12. Voilà ce qu'il faut expliquer sur sa copie. Et donc j'écris que au lieu de travailler avec z2 qui vaut 1 plus i, je vais choisir z2 égale 1 moins i. Pourquoi? Parce qu'un argument de z2 dans ce cas-là, c'est moins pi sur 4. Et donc comme tout à l'heure, ça faisait avec ce z1 et ce z2, ça faisait pi sur 3 plus pi sur 4. Cette fois-ci, comme on ne change pas le z1, ça fera toujours pi sur 3, mais au lieu de faire plus pi sur 4, ça fera moins pi sur 4, parce qu'un argument ici, c'est moins pi sur 4. Et quand on fait ce calcul, ça fait pi sur 12. Donc si vous appliquez la même méthode qu'ici, mais avec z2 qui vaut 1 moins i, eh bien vous obtiendrez pi sur 12. Et ensuite, vous continuez exactement la méthode de la même façon, et vous trouverez la valeur de cos, non pas 7 pi sur 12, mais de la valeur de cos pi sur 12 et de sinus pi sur 12. Voilà ce qu'il faut répondre pour la 5e question. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? Premièrement, savoir mettre rapidement un nombre complexe sous forme trigonométrique ou exponentielle, soit par le calcul comme on l'a fait avec Z1, soit graphiquement comme on l'a fait avec Z2. Savoir que quand on multiplie des nombres complexes, c'est plus facile de travailler avec les exponentielles qu'avec la forme trigonométrique. Deuxième chose à retenir. Et ensuite, quand on vous demande la valeur d'un cosinus ou d'un sinus, la méthode est souvent la même. Vous écrivez le nombre complexe sous forme algébrique, c'est ce qu'on avait fait ici. Ensuite, vous l'écrivez sous forme trigonométrique. Et ensuite, vous écrivez que les deux sont égaux. Et ensuite, vous dites que la partie réelle de l'un est égale à la partie réelle de l'autre et que la partie imaginaire de l'un est égale à la partie imaginaire de l'autre. Et donc, ensuite, vous n'avez plus qu'à isoler cosinus et sinus pour trouver leur valeur. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice. Alors là encore, c'est un exercice extrêmement classique, donc si vous avez eu du mal à le faire, il est extrêmement important que vous le refassiez seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement.